j'espère qu'on aura beaucoup de questions. Je sais qu'on est un peu en retard, mais on n'en finira pas sans questions après ces présentations fascinantes. Je remercie les panélistes, mais je voudrais demander une question que je pense que c'est est dans l'air. Donc, est-ce que, étant donné ce que nous avons écouté, est-ce que la Wallonie, est-ce que la Convention exige des changements profonds en Wallonie et en Belgique ou pas? Est-ce qu'on pense qu'on peut faire seulement une très petite récalibration à ce qu'on a fait déjà, ou est-ce que c'est vraiment un challenge de faire d'un changement profond? C'est ma question pour nos panélistes. Je pense qu'effectivement, en tout cas personnellement, il faut des changements profonds. Si je prends simplement la situation des petits-enfants avant d'aller à l'école, d'abord l'école est obligatoire à partir de 6 ans, enfin l'éducation est obligatoire à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Or, il y a toujours des enfants qui ne sont pas accueillis à l'école. Ça existe toujours aujourd'hui. C'est quand même un petit peu surprenant. Alors, les petits-enfants, donc, avant qu'ils n'abordent l'âge scolaire, donc, effectivement, j'ai cité simplement un chiffre du coût et des bénéfices que l'on pourrait faire si l'on intervenait un peu plus intensivement. Je pense que ça, c'est un changement important qu'il faudrait effectivement prendre en compte. On pourrait reparler de la même chose pour les adultes, mais c'est un changement assez radical parce que les petites mesures, vous savez, elles disparaissent très vite, les petites mesures. Il faut vraiment un plan de changement avec des échéances. Je pense qu'en Wallonie, on a connu un ministre qui avait fixé des échéances pour la modification de certains services. C'est le seul ministre qui avait proposé une date limite. Peut-être certains s'en souviennent-ils. C'est le seul ministre. On dit on va faire ça, mais on ne fixe jamais de date limite. Alors ça dure et ça dure. Voilà, on pourrait encore beaucoup en parler. Voilà, il y a encore une question ici. C'est plutôt bonjour Vincent Frise. Je suis une personne qui est fort active dans les milieux associatifs et je vis dans un service d'aide à la vie journalière qui est aussi une possibilité d'assistance personnelle parmi d'autres. Mais je voulais réagir à la question de monsieur de l'ONU. Quand vous demandez quel est l'état de la Belgique et de la Wallonie en particulier, moi, évidemment, je dis cela de l'intérieur. Et je pense qu'une des premières choses que l'on pourrait faire de manière très rapide au niveau des ministères, c'est de demander de manière extrêmement insistante, voire contraignante, le respect de l'article 19 qui a évidemment dans la vie de toutes les structures d'assistance à divers niveaux a effectivement énormément d'importance puisque ça a un impact sur la qualité de travail, sur la qualité relationnelle, sur les choix des personnes. Actuellement, les choix des personnes sont relatifs. Je pense qu'ils pourraient être encore mieux améliorés par une véritable politique d'individualisation des besoins, même par exemple dans les services d'aide à la vie journalière. Il n'y a pas assez d'individualisation des besoins. On doit quand même actuellement rester trop dans des cases qui ne permettent pas une liberté d'action et d'autonomie participative égalitaire. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'être beaucoup plus intrusif aussi dans la manière dont les services et tous les services annexes qui doivent travailler aussi en collaboration, mais sans oublier qu'en réalité, le premier expert
de son handicap, c'est la personne handicapée elle-même et son entourage. Et ça, je crois qu'on l'oublie trop souvent. Merci. Oui, si on me permet, moi je m'appelle Brigitte Plumet, je travaille à la WIP et je voudrais rassurer Monsieur Yann Yarab que j'ai déjà eu le plaisir et l'honneur d'écouter plusieurs fois. Au niveau des intentions wallonnes des hommes et des femmes wallons par rapport à la Convention ONU et reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement l'article 19 sur Independent Living, la vie autonome, est un article fêtier. Et moi, j'aime y associer l'article 12 sur la personnalité juridique. La capacité juridique, donc, des personnes en situation de handicap et la loi belge assez récente qui vient d'être prise dans ce cadre-là et qui rejoint imparfaitement, mais quand même volontairement, cette possibilité aux personnes d'exercer leur personnalité juridique dès le plus jeune âge. Et donc la Convention ONU a une définition de la personne en situation de handicap tout à fait intéressante et j'arrêterai là parce qu'elle est interactive, c'est-à-dire que le handicap dépend dans la vie de tous les jours des barrières que la société a tissées. Nous venons en Belgique d'une situation où on a beaucoup investi dans un monde meilleur pour les personnes handicapées, mais à part. Ce qu'il faut faire maintenant, et ça peut se faire en douceur, mais de manière volontaire par des mécanismes de transformation, y compris au niveau subvention, c'est faire un monde meilleur, mais dedans. Voilà, je ne pouvais m'empêcher d'un peu manifester auprès de nos orateurs étrangers le pouls wallon orienté dans cette direction qui est bien entendu la bonne. Je vous remercie. Y a-t-il encore des questions? Oui, vous pouvez parler avec le micro. Vous avez un micro. Bonjour tout le monde, je suis Maud Tiernet, je suis maman d'accueil en fait d'un petit enfant qui a un handicap, donc un petit enfant différent en fait, moi je dis comme ça. Mais moi je suis évidemment avec un double problème, c'est-à-dire que j'ai deux problématiques dans ma vie, l'accueil et le handicap, et ça n'est pas léger parce que en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'accueil, ça veut dire ne pas avoir l'autorité parentale et donc dépendre des parents biologiques pour plein de décisions. Donc se retrouver dans un combat quotidien pour pouvoir avoir des autorisations. Et quand on parle d'un handicap d'un enfant qui a 8 ans, dont une inclusion n'a pas été réussie dans l'enseignement normal parce qu'on nous avait promis des aides au nombre de 4 heures qui n'étaient déjà pas suffisantes pour cet enfant, que ça s'est réduit à 2 parce que les transports avaient été supprimés des heures de suivi, qui s'est retrouvé dans l'enseignement spécialisé pour lequel le diagnostic du type avait été mal fait et qui apparemment maintenant doit encore changer d'école. Moi, je me pose la question, où est-ce qu'on en est en Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de l'inclusion? Parce que quand j'entends qu'on va faire des adaptations, moi, mon fils, il a 8 ans, ça fait déjà plusieurs fois qu'il doit changer d'école. On se retrouve là à la croisée, effectivement, de différentes problématiques, les problématiques judiciaires, les problématiques du handicap. Je commence un peu mieux à connaître mes droits en tant que maman d'accueil. Je vois que je n'en ai pas encore assez, donc je vais aller les défendre au niveau fédéral dans quelques temps, parce qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne reçois pas beaucoup d'écoute. Mais au niveau du handicap, je m'inquiète quand même pour mon fils, parce que maintenant il va être séparé de sa fratrie au niveau des transports en commun, comme vous le mentionniez. Moi, je me dis, bon, si on ne fait pas ça déjà pour les enfants, mais où va-t-on?
je ne vais pas vous répondre longuement, hein, on peut en reparler après, mais donc clairement, enfin, ça fait plus de 30 ans que je fais des suivis de parents et d'enfants donc en situation d'intégration en milieu ordinaire. Donc on a fait évoluer les choses et comme mon collègue rappelait, il y a effectivement une option qui a été prise en communauté française de faire travailler l'enseignement spécial ou spécialisé, comme on l'appelle maintenant, avec l'enseignement ordinaire, ce qui a boosté en quelque sorte le nombre de situations, mais essentiellement les 3/4 sont des situations avec des enfants qui ont des difficultés spécifiques d'apprentissage, donc tous les 10. Pour des enfants qui ont des problèmes, par exemple, moi je suis beaucoup des enfants avec un handicap moteur ou des enfants avec un handicap mental, clairement on est encore aujourd'hui avec des situations où la négociation est beaucoup plus difficile, mais elle est possible. Il y a de plus en plus d'écoles, et non seulement maternelles, mais primaires et secondaires, de plus en plus, depuis quelques années, qui s'ouvrent à cette négociation, mais avec un tiers. Donc avec l'idée d'une équipe, alors M. Macherot parlait tout à l'heure des services d'aide précoce, par après il y a les services d'aide à l'intégration. Là ce sont des services clairement qui ont pour mission d'accompagner, de soutenir, d'aider à cette négociation. Comme service universitaire, nous faisons cela aussi. Et aujourd'hui, nous apportons aussi des aides. On sait très bien que les 4 périodes proposées dans ce système de coopération ne sont pas nécessairement suffisantes, donc on intervient avec notamment des étudiants. C'est pas la panacée, il n'y a vraiment pas de solution idéale, mais voilà, on arrive et il y a des parcours et il y a effectivement, il y a d'ailleurs ici des personnes qui ont fait des études universitaires, donc qui ont fait tout le parcours et que j'ai, vu mon âge, connu en maternelle et qui ont effectivement pu faire tout leur parcours jusqu'à l'enseignement supérieur. Ça reste encore trop peu, on est bien d'accord, mais c'est plus facile aujourd'hui. Si je me remets il y a 20-25 ans, je serais quand même plutôt optimiste, avec l'idée qu'il faut revenir, et c'est vrai ce que vous dites, c'est pour des parents, c'est usant, parce que c'est chaque fois renégocier, c'est chaque fois revenir avec une nouvelle équipe ou avec un nouvel enseignant, etc. C'est beaucoup un travail de lien à faire. C'est affolant comme les professionnels ont encore difficile de travailler en réseau. Et or ici, ça implique fatalement pas uniquement l'école, ça implique peut-être souvent des thérapeutes extérieurs, ça implique des services d'aide précoce, enfin, ça peut impliquer beaucoup de monde. Dans les collaborations enseignement ordinaire, enseignement spécialisé, rien que personnel scolaire, ça implique déjà beaucoup de monde. Mais c'est possible. Alors une chose importante aussi, dans notre expérience, depuis déjà longtemps, l'enfant est, dès 6-7 ans, autour de la table. L'enfant n'est pas le centre. L'enfant est un acteur autour de la table. Et ça marche très bien. Les adultes cessent d'ailleurs de dire des bêtises du fait que l'enfant est là. C'est-à-dire qu'on agit un peu différemment au niveau de notre langage. Et l'enfant nous dit souvent des choses qui, quelque part, on aurait imaginé des solutions. En fait, l'enfant montre que ce ne sont pas des bonnes solutions pour lui. Donc il prend sa place progressivement, et c'est aussi formateur pour lui. C'est dans ce que je rappelais, l'idée que la personne doit pouvoir effectivement à un moment donné s'exprimer. Donc c'est formatif dans ce sens-là, aussi. Donc l'enfant n'est pas au centre, c'est le projet qui est au centre. Et donc il nous faut, et les parents doivent vraiment être conscients que ce qu'ils doivent revendiquer, c'est un projet un peu ambitieux au niveau de l'apprentissage. Alors que ça passe par l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé, à la limite, peu importe. Mais l'idée, c'est que si le choix de vie pour les parents, c'est d'aller vers l'enseignement ordinaire, ils en ont parfaitement le droit, et d'autant plus aujourd'hui que nous sommes dans le cadre de la Convention. S'il y a des problèmes de refus d'aménagement raisonnable, c'est une discrimination punissable comme telle par la loi. Il ne faut pas tourner autour du pot. Alors ce que vous avez comme recours premier, c'est des professionnels qui aujourd'hui commencent à être un peu plus nombreux à être informés et à pouvoir vous aider pour une négociation. Mais au-delà de ça, il y a le centre pour l'égalité, le centre interfédéral,
Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Alors, ils ne vont pas résoudre automatiquement les situations, mais il faut savoir qu'il y a une petite armée de juristes aujourd'hui qui débarquent dans les écoles, hein. Et donc, ils peuvent effectivement venir concrètement, alors pas venir commencer à faire tout un cinéma, voir la situation, ils ne vont pas travailler sur le plan pédagogique, ce n'est pas leur formation, mais montrer qu'il y a des droits à faire respecter. D'accord? Donc, il y a aujourd'hui, mais il faut que, un, vous le sachiez, et deux, que, voilà, notamment, il faut faire remonter ces situations-là, les faire connaître au niveau du Centre pour l'égalité des chances. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose et aussi au niveau du délégué général aux droits de l'enfant aussi? Les deux peuvent intervenir pour un enfant. Oui, au niveau du handicap, ça peut être, mais en tout cas au niveau des familles d'accueil, le délégué aux droits de l'enfant a juste un rôle consultatif apparemment. Donc pour ça, il ne pouvait pas m'aider. Our learned professors and our parent have made an extremely important point. I already overran my time, so I couldn't go into it, but it doesn't suit every child, but generally it is hopeless to segregate a child with an intellectual disability, certainly, and probably more so a person with a physical disability, and then expect at age 18 or 19 that suddenly they're going to be able to live in an integrated world. It is essential that policies of integration are pursued for preschool age and school age. We've had problems funding it, but we have had funding provided to ensure that children with intellectual disabilities have been able to take part in integrated playgroups with one-to-one assistance in some cases, so they can form friendships, play alongside the children of their neighbours from the adjoining apartment, and so that benefits all the children in the playgroup, not just the child with a disability. Luc Gelderlo, secrétaire général de l'ISPD, des fournisseurs de services, réseau européen. Je vais parler en anglais parce que ça c'est plus facile pour moi. When people ask me, as Mr. Jan Jarab did a few minutes ago, what is the real effect on services triggered by the UN Convention, I always give the same, and I know it's a bit demagogic, the same answer. In the past, we brought people to the support. Special schools, special institutions, special sheltered workshops. In the future, the challenge for all of us is to bring the support to the people, in the families, in the communities where people live. And that is what we have to work on together. Authorities, and I'm very happy with what was said by Madame Plumet, we know each other since quite a while. I think that is indeed the right approach. Step by step, we have to change things. Authorities, fournisseurs de services, organizations representing persons with a disability themselves, the DPOs, and of course also family groups. We have to make the shift in the field of education. Belgium is world champion in segregating children. We have most children on earth in special schools. We have to make a shift there. We have to make the shift in our provision of services, residential centers. As said by the professor, indeed we have to move towards independent living and towards very small-scale solutions in the communities, 2, 3, 4, as also said by my good friend Jim Crow from Wales. And also in the field of employment, we have to make the shift, I think. Easy? Not at all. Feasible? Yes, for sure.
let's start making the shift. If we work together, we can make the life of persons with a disability better, I think, but we have to cooperate, otherwise it will not work. Thank you. Oui, prenez le micro. Moi, c'est Didier, et je trouve qu'en France, on n'est pas assez... Non, en Belgique, on n'est pas assez écouté, et quand on veut prendre la parole, on nous laisse sur les côtés. Donc, à qui je dois m'adresser pour qu'on fait bouger les choses? Mais pour faire bouger les choses, c'est tout le monde qui doit bouger. Les personnes qui ont un handicap, leurs parents, les services, et c'est tout le monde qui doit bouger. Et peut-être, je ferai un vœu, c'est que les participants à cette journée se réunissent après, quel que soit le handicap, et aussi avec ceux qui n'ont pas de handicap, pour faire bouger les choses et faire un plan d'action. Pas un programme, un plan d'action avec le mot action et des dates limites. Sinon, on ne bouge pas ou pas beaucoup. Moi, c'est Marc Palaine, donc je voudrais savoir comment la Belgique puisse alors changer les personnes en situation de handicap. Je ne comprends pas ta question. Ma question est, la Belgique, comment peut comment dire, faire changer le pays dans la situation en mode handicap. Donc toi, tu aimerais bien qu'on change notre façon de travailler. Voilà, c'est ça à peu près. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu veux qu'on change notre façon de travailler? Je voudrais savoir, moi qui est travailleur. Oui, mais on te parle du travailleur social. Pourquoi est-ce que tu aimerais bien, qu'est-ce qui fait que tu aimerais bien que les choses changent chez nous en Belgique? Déjà dans les institutions, oui. J'en suis sortie parce que je n'ai eu pas le choix. Et oui. Pourquoi? Parce que j'étais pas très content du service. Le service d'accompagnement où j'ai été, je ne cite pas de nom parce que je ne vais pas le citer, je n'étais pas très content et ma femme non plus. Donc voilà, je voudrais savoir comment, dans ces institutions, comment peuvent-elles changer de manière de travailler. Voilà. Oui, parce qu'en fait, dans le cadre du mouvement Personnes d'abord, vous êtes très nombreux à dire qu'une fois qu'on est dans l'institution, si même l'institution dit qu'elle veut évoluer et qu'elle est pour l'autonomie de la personne et que le projet individuel de la personne est axé sur son autonomie et sur sa participation pleine à la communauté, dans les faits, ce n'est pas du tout cela qui se passe. Non, je confirme. On a plutôt tendance à vous garder comme des petits-enfants. Voilà, j'ai eu le cas et voilà quoi. Tu as eu le cas. Et plein d'autres ont pu vivre les mêmes situations que toi. Et à l'heure actuelle, nous sommes encore dans une situation tout à fait problématique pour une personne qui souhaite sortir de son institution et que l'institution fait du harcèlement, provoque du harcèlement sur la personne parce que celle-ci veut quitter son institution et est encadrée, est aidée, soutenue par des services qui peuvent l'aider à sortir de son institution, mais l'institution refuse. Et dans bien des situations, c'est comme cela que ça se passe. Si même le projet veut aller vers une intégration de la personne, une inclusion de la personne. Il est difficile de répondre parfaitement à ce genre de questions, mais si on envisage d'abord le budget disponible pour chaque personne et que si on met à votre disposition un certain montant, il est clair qu'à 2 ou 3 personnes, on peut mettre en place un autre type de service qui respecterait sans doute mieux vos préoccupations à vous. Et donc, si on se met à quelques-uns et que l'on met cet argent commun que l'on va se partager,
il serait peut-être possible de mettre en place, je suppose que vous parlez du logement, enfin, pas du travail, mais du logement, enfin, c'est ce que j'ai... Autre terme, oui. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est une possibilité, évidemment, le BAP, mais un BAP plus cossu, plus important, qui prend en compte davantage de besoins. En matière de déficience intellectuelle, le BAP n'est pas d'actualité, n'est-ce pas? Oui, il faut s'interroger pourquoi.